Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro consacré exclusivement au baccalauréat 2018 au Sénégal. Comme vous le savez, la dernière édition avait été entachée de fraude, marquée par la fuite sur Internet de certains sujets, ce qui a été d'une part à l'origine de la mise en place de certaines mesures dynamiques par les nouvelles autorités en charge de l'organisation du bac pour la sécurisation de la session 2018 et à l'issue des deux tours, le taux de baccalauréat général technique a enregistré un taux de 49,25% alors que le baccalauréat général a enregistré un taux de réussite de 35,6%, donc 15,17%, admis au premier tour contre 12,50% en 2017, une session qui s'est déroulée sans incident majeur selon l'office du bac. Qu'est-ce qui a été déterminant pour relever le défi de l'organisation? Quelle analyse faut-il faire de ces résultats? Bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau Socé Ndiaye, vous êtes le directeur de l'office du baccalauréat. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Madame Sall Binta Rassoula Aw, vous êtes la chargée de suivi et évaluation du programme Djangando, une initiative du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'IFAN, l'ARTES. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Alors, avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord vous proposer cet élément de Sanoussi Fatou Cissé et Sanoussi Sané et revenir ensuite regarder. Ils étaient près de 160 000 candidats en lice pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Le taux de réussite de cette année du baccalauréat général est de 35,9%, un chiffre légèrement supérieur à celui de l'année 2017. 36% d'admis, ce n'est pas encore, disons, satisfaisant si on raisonne de manière absolue. Mais d'un point de vue donc, du raisonnement relatif, on peut dire que c'est satisfaisant parce qu'il y a eu quand même un bond par rapport aux résultats qu'on avait par le passé. Même si le taux d'admis d'office a progressé de 3%, soit 15,17 contre 12,50%, les perturbations scolaires restent un facteur bloquant. Des acteurs de l'éducation publique pointent du doigt quelques carences du système éducatif national. Donc il y a la question évidemment de l'instabilité du système avec les crises, les grèves, les perturbations qui font que le temps d'apprentissage n'est jamais suffisant. Et il y a par conséquent un cumul en termes de déficit de temps d'apprentissage qui peut aussi expliquer cette situation. Donc au total, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels il faut agir si nous voulons faire de la qualité. Cette année, l'innovation majeure reste la sécurisation des épreuves. Des dispositions ont été prises dans tous les centres d'examen pour assurer le bon déroulement des compositions. Avec ce qui s'est passé à Thiès, où on a eu plus de 120 cas dans un établissement. Mais après ça, il y a quand même le ballon s'est dégonflé. Parce que pendant cette session, c'est-à-dire pendant la deuxième partie de la session, où on a embarqué les 150 000 candidats, 153 000 candidats, on nous a signalé que très rarement des cas. Pour les nouveaux bacheliers, une plateforme est déjà disponible sur Internet, une initiative du ministère en charge de l'enseignement supérieur visant à mettre fin aux problèmes d'orientation des bacheliers dans les universités sénégalaises. Un compte rendu de Fatou Cissé, Sanoussi Sané. Alors, Socé Ndiaye, le déroulement des épreuves de cette session 2018, vous l'avez dit, ça s'est passé comme prévu. Qu'est-ce qui a été déterminant parmi les mesures que vous avez qualifiées de dynamiques qui ont été prises par les nouvelles autorités en charge de l'organisation du bac? Qu'est-ce qui a été déterminant pour relever le défi de l'organisation? Ce qui a été déterminant, bon, je ne peux pas de manière spécifique dire que c'est ceci ou cela qui a été déterminant, mais en tout cas je sais que d'un point de vue de la prévention des fuites, la mesure consistant à l'interdiction, enfin à la mise en application de l'interdiction du téléphone est déterminante. Alors, vous pensez que c'est suffisant parce qu'on l'a vu dans certains pays, pour ne pas citer Algérie et d'autres pays qui quand même coupent l'Internet 1 heure avant le démarrage des épreuves. On a organisé avec ce système qui date de très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de réformer à la base pour un peu s'accommoder ou se réadapter avec l'évolution des TIC?
Couper l'Internet, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Oui, non, moi aussi je suis en train de réagir à l'exemple. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Par contre, être coupé d'Internet pendant qu'on fait l'examen, ça c'est un impératif. Bon, maintenant, pour l'instant, en tout cas, nous, la méthode que nous avons trouvée, c'est tout simplement de ne pas avoir de dispositif qui puisse nous connecter à Internet. Non, bon, on verra si peut-être plus tard, on verra d'autres solutions. On verra d'autres solutions, on reviendra sur cette question avant la fin de cette émission. Madame Sall, l'autre aspect, voilà, c'est que le taux de réussite de 35,6% contre 31,07% l'année dernière, et malgré la perturbation qu'a connue le système, on a enregistré, quoi qu'on dise, une légère performance. Quelles en sont les raisons selon vous? D'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, il y a eu un léger bond entre 2018 et 2017. Et bon, je suis satisfaite de cette amélioration quand même, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, compte tenu donc des perturbations qu'il y a eu cette année et qui a duré pendant une longue période. Et donc, on s'attendait donc à des résultats encore beaucoup plus catastrophiques. Mais bon, heureusement, bon, on a pu quand même avoir une petite amélioration par rapport à 2017, qui était peut-être à 31,6%. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette amélioration? Bon, je ne peux pas le dire présentement, mais je pense que peut-être que c'est le fait que les élèves, ils ont pris conscience que dans tous les cas, ils vont faire leur examen et que même si, puisque la grève continue, les enseignants ne sont pas là, qu'il fallait peut-être se prendre en main, essayer de travailler sans que les enseignants soient là. Ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que souvent au Sénégal, même quand il y a des perturbations, les enseignants qui tiennent les classes d'examen quand même prennent toujours les élèves et continuent à travailler avec eux. Pendant les fêtes et d'autres, les heures grève aussi, ils prennent souvent les enfants. Sinon, il y a certains même qui ne suivent pas la grève et continuent à prendre en charge les élèves qui sont en terminale, les élèves qui sont en troisième. Donc, quand même, ils arrivent à travailler. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que dans ces classes d'examen, nous avons remarqué aussi qu'il y a toujours du bachotage. Hein. On fait tout. Le bachotage, c'est qu'on donne énormément d'exercices aux enfants parce qu'on leur dit souvent l'exercice aux examens, voilà comment ils sont configurés. Et on leur donne énormément d'exercices. Et les enfants ont la chance peut-être de tomber sur un des exercices ou bien un exercice pareil au niveau de l'examen et ils peuvent passer. Donc, alors, si on vous comprend... Bon, c'est pas ça simplement peut-être qui justifie qu'il y ait une petite amélioration, mais je pense qu'on peut quand même creuser, analyser et voir effectivement qu'est-ce qui a été à l'origine. Alors si on vous suit bien, ça veut dire que les grèves cycliques auxquelles on assiste souvent ne sont pas déterminantes pour expliquer un peu les performances, les contre-performances du système noté dans le système éducatif. C'est bien cela? Ok, je sais que moi je pense que on ne peut pas simplement analyser à partir de 2018. C'est-à-dire qu'il nous faut analyser sur une longue période. Sur une longue période pour voir effectivement qu'est-ce qui est à l'origine de ces faibles résultats. Parce que quand même si nous notons une petite satisfaction par rapport à cette évolution de la réussite, mais les résultats ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. Parce que nous disons 35% de réussite, mais 35% de réussite, ça veut dire 65% d'échecs. Or, nous sommes dans une pédagogie de réussite. Ça veut dire qu'il nous faut... une analyse comparative de cette question par rapport à celle de l'année dernière. Voilà, mais donc je dis que ce n'est pas suffisant parce que quand vous remontez jusqu'en 2014, 2012, etc. On reviendra sur ça. Voilà, on reviendra sur vous avez une progression en dents de scie. Et c'est ça qui pose problème. Ok, on reviendra sur tout cela. En attendant, vous avez donc dit que les résultats ou les mesures ont donné ont donné des résultats concrets sur le terrain. L'Office du bac, c'est vrai que comme ça a été le cas l'année dernière avec les cas de fraude notés un peu partout, cette année il y a eu des incidents avec des élèves qui ont été donc exclus, présumés tricheurs. Où est-ce que vous en êtes avec ces candidats? Mais, le dossier est en cours, donc l'Office du bac en a terminé parce que maintenant c'est la commission de discipline de l'université qui doit connaître de ce dossier. Nous, on est en train de faire les dernières touches pour transmettre le dossier.
Le dossier, vous allez transmettre le dossier à quelle instance exactement? À la commission de discipline de l'université Cheikh Anta Diop, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui organise le baccalauréat en ce moment. Vous êtes enseignant également à la faculté des sciences et techniques. Ces résultats, comment vous les appréciez? Comment je les apprécie? Je vais abonder un peu dans le sens de Madame Sall, parce que bon, c'est des résultats qui, d'un point de vue relatif, bon, quand même, on ne dira pas qu'on est satisfait, mais en tout cas, c'est encourageant. Mais d'un point de vue absolu, naturellement, ça pose problème, parce que, comme elle l'a dit, on est à 65% d'échec. Pour un examen, ce n'est pas un concours, donc ça pose un problème. Qui plus est, elle l'a dit tantôt, hein, elle a dit qu'il y en a qui ont eu le bac par hasard. Bon, ça je suis à moitié d'accord avec elle, parce que si on considère que ceux qui ont juste eu le bac peut-être ont pu l'avoir par hasard, mais ceux qui ont eu le bac quand même avec distinction l'ont eu quand même parce qu'ils sont très méritants. On a eu beaucoup d'élèves qui ont eu la mention très bien. Certains ont eu la mention bien et la mention assez bien. Je pense que ça, ce n'est pas par hasard. Donc, il y a la performance quand même dans le système, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Alors, si on reste dans le cas des résultats, l'autre aspect est que la série scientifique S2 a obtenu un taux de réussite de 43% contre 34% pour la série littéraire L1 et 34,3% pour la L2. Qu'est-ce que ces résultats vous inspirent comme réflexion? Il faut remonter à la manière même dont les élèves sont enrôlés dans ces séries. Moi, je suis enseignant à l'université, mais avant, j'étais enseignant au lycée. Et la question que je posais à la rentrée à mes élèves, parce que j'avais toujours une classe de seconde, une classe de terminale généralement, et la question que je posais aux élèves de seconde, c'est pourquoi vous êtes dans cette classe? C'est-à-dire les élèves qui sont en seconde d'une certaine série. Quand vous leur dites pourquoi vous êtes là, la réponse qu'ils vous donnaient souvent était en rapport avec des notes qu'ils avaient eues par le passé. Parce que j'étais bien en maths, j'étais bien en ceci, j'étais bien en cela. Et moi, je leur demandais toujours, mais après, si cette année vous n'avez pas de bonnes notes dans ces matières, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous voyez, c'est un peu lié au fait que l'orientation des élèves se fait sur la base de ces considérations-là. Et donc, les élèves qui sont souvent en série S, ce sont les élèves qui ont été triés à partir de la 3e et qui généralement sont de bons élèves. On les amène en série S. Et les autres qui, parfois, veulent aller en série S, on les contraint à aller dans les autres séries et ça se voit sur le résultat définitif. Il y a également le fait que la présence massive, disons que 80% des élèves sont dans les séries L. Et donc, c'est naturel que dans les séries S, il y a beaucoup moins d'élèves, et donc elles sont moins pléthoriques, et le taux d'encadrement est meilleur. Donc, vous ajoutez le fait qu'il y a une sélection quasiment pour entrer en série S. Deuxièmement, ils sont moins nombreux là-bas, donc le taux d'encadrement est moins mauvais là-bas que dans les séries littéraires. Bon, le résultat, normalement, bon, et ça, c'est une tendance qui se voit depuis de très longues années. Les résultats en S sont meilleurs que les résultats en L. Alors, Madame Sall, et depuis 2001, vous l'avez dit tout à l'heure, le taux de réussite au baccalauréat général varie entre 31 et 48%. Jamais depuis lors, le système où le baccalauréat général a atteint un taux de 50%. Quelles sont les principales raisons qui expliquent ces résultats en dents de scie, comme vous l'avez précisé tantôt? Voilà, je pense, comme je le disais tout de suite, que pour faire une bonne analyse donc, de ces résultats, qu'il fallait donc voir un peu la progression. Et on a une progression en dents de scie. Je pense qu'il y a effectivement le facteur que vous avez évoqué tantôt, le fait qu'il y ait presque chaque année des perturbations. Donc, ça effrite le quantum horaire, et donc ça c'est problématique. La deuxième chose, c'est que nous savons que la qualité, c'est dans la classe. Et donc, le facteur enseignant est extrêmement important dans la quête de la qualité au niveau de la classe. Si l'enseignant n'est pas qualifié, c'est vrai qu'il y aura des incidences au niveau des résultats. Ça aussi, c'est extrêmement important. Le deuxième facteur est les relatifs au matériel didactique et même au contenu d'enseignement. Moi, je pense que nous avons, et ça je le dis souvent, nous avons des contenus encyclopédiques que nous enseignons à nos enfants. Ils apprennent beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une sélection des contenus enseignés
qu'est-ce qu'ils doivent savoir en réalité, ou bien qu'est-ce qu'il est bon de savoir, ou bien qu'est-ce qui est utile à savoir. Et simplifier davantage ce que nous donnons à nos enfants. Et je pense qu'avec ça, on pourra dire que voilà les compétences qui sont voulues et on va tout faire pour qu'ils aient ces compétences. L'autre élément, c'est que souvent, et comme je le disais, je suis à l'école, je suis vraiment à l'école élémentaire, mais c'est que nos enfants, dès le bas âge, au niveau donc, des classes primaires, à l'éducation de base, mais les enfants, ils progressent avec des lacunes. Aujourd'hui, nous savons, et ça, nous, le baromètre Diangono l'a démontré, que 20%, 25% des enfants arrivent à lire correctement. À lire correctement au CE1. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que quand vous avez des lacunes au niveau de la lecture, vous avez des lacunes au niveau des mathématiques, vous avez des problèmes pour pouvoir acquérir d'autres types de compétences, pour pouvoir progresser dans l'apprentissage. C'est l'éducation de base qui... Voilà. Et donc, quand au niveau de l'éducation de base, vous n'avez pas les fondamentaux, mais vous allez vous passer, mais vous montez avec des lacunes, et ces lacunes vont s'accumuler d'année en année. Et ce n'est pas du tout étonnant qu'arrivé à un certain niveau, qu'on puisse avoir ces résultats-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'attaque à la base d'abord, à la base. Et ensuite, maintenant, on va travailler à l'amélioration, bien sûr, de l'environnement scolaire. Donc, il y a toute une panoplie de conditions qu'il faudra mettre en place pour permettre donc à cet enfant de pouvoir s'épanouir et d'apprendre bien et de pouvoir progresser. Maintenant, je peux dire, je vais aussi interpréter peut-être notre dispositif d'évaluation. Qu'est-ce que nous évaluons au niveau des classes d'examen? Bon, parce que moi, je me dis qu'en matière d'éducation, c'est très complexe. Nous avons au moins 3 domaines. Nous avons le domaine du cognitif avec les connaissances, nous avons le psychomoteur avec le savoir-faire, nous avons aussi le socio-affectif, c'est les attitudes, les comportements. Bon, mais ce que nous évaluons en réalité, ce sont les connaissances. Et je vais dire peut-être les 65 autres élèves que nous pensons être, je ne veux pas utiliser le mot échec, bon, mais qui n'ont pas réussi à l'examen, peut-être qu'ils ont d'autres compétences de vie qui leur permettent de réussir dans la vie. Ce n'est pas simplement peut-être le bac qui permettra à eux de pouvoir vivre et d'évoluer correctement dans la société, mais peut-être que si on les a bien pris en charge dans les classes au niveau de l'éducation de base et qu'ils aient toutes des compétences en matière de vie, peut-être que c'est des enfants qui pourraient effectivement être des citoyens qui sont capables de participer pleinement au développement de notre pays. Et c'est pourquoi j'atténue un peu la question de la réussite. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que notre système d'évaluation est adapté à ce que nous voulons, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont là et qu'il va falloir peut-être adresser à tout le monde. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. C'est clair. C'est vrai que Mme Sall a parlé de contenu, de la qualité, surtout dans l'enseignement, avec l'enseignant qui est le premier intrant de la qualité dans l'enseignement des apprentissages. Il faut s'attaquer à la base. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que l'éducation de base, pour qu'on ne rencontre pas ces difficultés, comme Madame l'a souligné, parce que les enfants traînent avec ces lacunes qui leur portent finalement préjudice durant leur cursus scolaire? Oui, il faut d'abord commencer par savoir à quoi sert l'école. C'est-à-dire que les enfants que nous mettons à l'école, au terme, qu'est-ce que nous voulons faire d'eux? Elle a parlé tout à l'heure de compétences. Je pense que c'est ça le mot. On n'a pas besoin qu'ils soient tous, disons, de grands théoriciens de tel ou tel domaine, mais on a besoin qu'ils sachent faire une chose et qu'ils sachent bien le faire. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'à tous les niveaux, disons, du système, on peut créer des portes de sortie qui donnent des produits, disons, qui sont utiles à la société. Alors, elle a parlé de 65% et que ces gens qui ont échoué peut-être auraient pu. Moi, je dis que même le bac peut les prendre en charge, aurait dû les prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons un baccalauréat. Aujourd'hui, nous avons un baccalauréat général. À côté, nous avons ce qu'on appelle un baccalauréat technique. Mais en réalité, quand vous y regardez de très près, même le baccalauréat technique, il a un penchant généraliste parce qu'en réalité, il prépare à la poursuite encore des études dans le niveau du supérieur. Alors que, normalement, on aurait pu, au niveau du baccalauréat déjà, disons, produire un produit qui, s'il n'est pas fini, en tout cas, est au moins quelque part utilisable. Après, maintenant, ce produit-là que nous avons produit aussi ne devrait pas être forcément destiné à 100% dans la poursuite d'études encore théoriques pendant 2 ans pour aller encore faire une année, disons, de plus pour devenir des professionnels. Donc je pense que c'est cela. Il faudrait qu'on pense
dans le système à des sorties qui permettent aux jeunes qui ont des compétences à un moment donné de pouvoir aller faire valoir ces compétences. Et s'ils le veulent, de revenir plus tard pour pouvoir continuer. C'est un autre aspect, parce qu'il a parlé également des enseignants bien recrutés, bien formés. Ce n'est pas le cas dans le système d'éducation de base? Oui, malheureusement, donc, il y a eu un moment au Sénégal où le système d'enrôlement des enseignants a été ce qu'il a été, ce qui a fait qu'à un moment, on s'est retrouvé dans le système avec des enseignants non professionnels, dont il faut s'attaquer aujourd'hui à la qualification et à la professionnalisation. Autrement, bon, on va garder le niveau de ce système-là et je pense que ce n'est pas bon. Le niveau de ce système, vous avez à parcourir l'étendue du territoire national, le Sénégal. Alors, il y a eu des disparités, hein, même les taux de réussite l'ont montré cette année. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a joué, par exemple, dans le sud du Sénégal? Il y a certaines contrées où le niveau baisse d'année en année. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette contre-performance dans ces parties du Sénégal? Bon, il y a plusieurs facteurs. Hein. Bon, nous, dans l'étude, j'ai même amené les documents, j'ai apporté les documents avec moi. Nous avons fait une étude, on a vu il y a des zones de vulnérabilité qui font que, effectivement, nous voyons qu'il y a une baisse au niveau des résultats. Mais il y a plusieurs facteurs explicatifs. J'ai parlé tantôt donc, des enseignants, parce qu'il nous faut des enseignants qualifiés. Mais aujourd'hui, si nous regardons bien en face ce qui se passe dans le système, les nouveaux enseignants qui sortent, les enseignants les moins qualifiés, ce sont ces gens qu'on trouve dans les contrées les plus reculées. Dans les contrées les plus reculées, on trouve là-bas les nouveaux enseignants qui n'ont donc pas toute la qualification requise, ça c'est un. La deuxième chose, les conditions de travail ne sont pas toujours les meilleures. C'est là où vous trouvez le plus d'abris provisoires, etc. Mais il y a aussi le fait que l'analphabétisme des parents aussi joue sur le fait que les parents n'ont pas toujours la bonne information et il n'y a pas toujours cet accompagnement pour l'enfant. J'ai parlé d'accompagnement, je vais encore parler de l'accompagnement même du corps d'encadrement. Je pense qu'aujourd'hui, le corps d'encadrement, même si l'enseignant peut-être n'a pas toute la qualification requise, s'il est encadré, s'il est bien accompagné, il peut évoluer et produire des résultats. Mais malheureusement, il y a un déficit au niveau de l'accompagnement. Les cellules pédagogiques? Mais si, il y a les cellules pédagogiques, mais vous voyez, les cellules pédagogiques ne règlent pas toujours les problèmes. Et là, je parle à mes camarades de corps de contrôle, et souvent on discute sur ces questions-là. Il y a beaucoup plus de contrôle, de visite de classe pour les examens que d'encadrement réel. Il est bien inscrit qu'il faut faire de l'animation pédagogique, mais il y a des cellules qui se tiennent, mais comment ces cellules se tiennent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça devait apporter quelque chose. Mais est-ce que ces cellules sont encadrées? On sait ce qui se passe, ce n'est pas toujours le cas. Si c'était le cas, on aurait pu avoir des résultats. Donc il y a un déficit au niveau de l'accompagnement et je pense que là, on doit aussi revenir sur cette question pour que ce suivi puisse se faire et qu'il y ait vraiment cet accompagnement pédagogique des enseignants au niveau des écoles. Mais aussi les enfants qui ont des difficultés. Il faut bien que ces enfants-là, qu'on puisse identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés et que ces difficultés-là puissent enrayer dans le cadre d'activités de remédiation. Mais ça, le ministère l'a dit clairement et on a même donné 2 jours pour ça. Le mardi après-midi et le jeudi après-midi, on doit systématiser la remédiation, donc la prise en charge des enfants qui ont des difficultés au niveau des écoles. Mais ça ne se fait pas malheureusement. Ces heures sont... Les enseignants font autre chose. Ils font du renforcement, ils te disent non, je veux terminer le programme coûte que coûte, etc. Et donc, voilà. Et donc, ces heures n'ont pas affecté réellement aux activités de remédiation. Or, si la remédiation était faite, mais effectivement, les enfants, ces difficultés-là, on les aurait enrayées et les enfants auraient progressé et ils auraient pu apprendre, continuer à apprendre. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans les régions périphériques, il n'y a pas ce contrôle, il n'y a pas cet encadrement, l'environnement n'est pas toujours favorable. Voilà. Les parents sont analphabètes, vous voyez ce que ça donne comme résultat. C'est clair, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Un dernier mot de la fin pour Sossendia, directeur de l'Office du bac. Peut-on s'attendre à réformer le système de l'organisation du baccalauréat au Sénégal?
Oui, disons que c'est un chantier de l'Office actuellement. Donc, nous, notre mission, c'était d'abord l'organisation du baccalauréat. Ça, c'était, disons, un peu une parenthèse qu'il fallait. Maintenant, il faut s'attaquer à d'abord l'organisation de l'Office lui-même et après, maintenant, du baccalauréat également. Mais disons, la réforme du baccalauréat, elle doit être conduite justement par disons, par les personnes qui sont habilitées, qui sont les enseignants, qui sont les spécialistes de l'éducation, qui doivent réfléchir. Et la réflexion se mène à un niveau beaucoup plus général, c'est au niveau régional. Disons, de l'UEMOA, par exemple, la réflexion est en train d'être menée. Mais à l'interne, déjà, il faut que nous aussi, nous menions une réflexion en attendant, parce que moi, ce que j'ai découvert, par exemple, c'est que même les concertations qui sont faites, ont un caractère très local. Ça veut dire que des élèves qui ont fait la même chose n'ont pas les mêmes résultats. Parce que tout simplement, les appréciations qui sont faites à un niveau local diffèrent d'une localité à une autre. Et comme m'a dit Madame tout à l'heure, bon, si on apprécie des connaissances, bon, chacun a une interprétation des connaissances et ça peut donner des choses qui sont différentes. Je pense qu'il faut aller vers justement les compétences. Et ça pourrait donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, un baccalauréat correspondant réellement à des aptitudes, quelque part. Merci donc, messieurs. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Socé Ndiaye, directeur de l'Office du baccalauréat au Sénégal. Avec nous également Madame Sall Binta Rassoul Afayi. Elle est la chargée de suivi et évaluation du programme Djangando, une initiative du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'IFA. Merci donc, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Cette émission fait la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.